parles de neuro, c'est comme comment le cerveau interagit avec comme les muscles ou... Ouais, exactement. Comment, mettons, les neurones moteurs qui partent de ton cerveau, mettons, puis qui s'en vont dans tes muscles, comment que tu fais pour générer de la force avec tes neurones, comment que t'apprends des mouvements, l'apprentissage moteur, le contrôle moteur, tout ça. Ben, c'est drôle parce que je me pose souvent la question de justement, c'est comme comment est-ce que ton corps, comment ton cerveau contrôle ton muscle puis ton bras, parce que tu peux faire comme plein de mouvements fins, Ouais. mais comme le signal que ton cerveau doit donner à ton muscle pour rester tendu à une certaine force, Ouais. c'est quand même quelque chose de weird, là. Ouais, exactement. C'est là, tu m'as fouillé dans mes vieilles affaires, là, mais si je me trompe pas, c'est la boucle de rétroaction interne, là, fait que ça fait en sorte que la force que, tu sais, t'as des propriocepteurs dans tes muscles, qu'eux autres envoient l'information à ton cerveau. Fait qu'ils disent, mettons, là, je force à 10 newtons en ce moment. Fait que ton cerveau va dire, 10 newtons, je vois la tasse que je tiens pour mon café. Est-ce que j'ai assez de force pour pas l'échapper? Ou est-ce qu'il faut que j'en mette plus ou moins? Fait que là, c'est comme une boucle qui envoie l'information de ta main à ton cerveau, de ton cerveau à ta main. Puis ça se génère le mouvement comme ça. Grosso modo. Écoute, ça fait du sens, hein. Quand tu dis de même, là. Ouais. Je te l'avais dit que j'avais des questions intenses, hein, des fois. Ah, c'est bien correct, j'aime ça. Ça m'a fait fouiller dans mes vieilles affaires. Ben, c'est super intéressant, pour vrai. On pourrait juste comme fouiller dans comme toutes tes notes de cours pendant, je pense, 3 heures. Là. Ouais, mais là, je suis en train de déménager, puis je les ai toutes encore, là. Moi, c'est mon fun. Puis, tu sais, justement, en ce moment, moi, je travaille... Mais là, c'est ça, j'ai oublié de parler. En ce moment, moi, je travaille en promotion des saines habitudes de vie. Puis, je travaille pas en clinique. Fait que toutes ces petites notions-là, on dirait que t'es perds tranquillement pas vite, vu que tu travailles moins avec ben, tu travailles pas avec les clients ou les patients. Fait que là, moi, j'essaie toujours de me remettre à jour, de continuer à lire ça pour pas le perdre, parce que, mais tu on s'entend qu'en entraînement, si tu parles de la boucle de rétroaction interne de tes muscles, c'est moyen que le client, tu sais, mais faut que tu le saches. Ouais, puis ça t'aide justement à savoir comment comme le corps fonctionne en termes de mouvement, fait que tu peux, tu sais, c'est juste... Mais c'est peut-être pas comme nécessairement utile comme en gym, là, tu sais, pour le dude. Quand même, parce que, tu sais, mettons, un dude qui veut faire du bench press, puis que tu vois qu'il engage vraiment pas ses abdominaux, ben, ça se peut qu'il se blesse. Fait que même si le gars, il veut lever 3 plates de 45 de chaque barre, ben ça marchera pas. Faut que tu commences par la base. Fait que tu sais, en l'observant, tu le vois, il n'y a pas un bon contrôle moteur, va falloir qu'on fasse des exercices plus de base, de renforcement des muscles profonds, etc. Fait que oui, ça a quand même un rapport. Ah oui, c'est comme c'est utile pour toi pour être capable de genre diagnostiquer un problème. Ouais, mais pas nécessairement que, c'est ça, pas que le gars il sache, tu sais. Ouais. C'est tout dans ma tête. Ben c'est ça, tu sais, souvent j'ai fait un peu de physio dans ma vie, puis tu comme tu te fais manipuler ton corps, puis ça a l'air comme un peu de la magie noire, là. Puis là, il y a des cas avec comme un genre de un bagage de connaissances mentales, tu es capable de faire ben tu sais, c'est probablement ce muscle-là qui est comme activé d'une telle manière, puis... Ouais, exact. Puis, tu sais, en physio, eux, ils ont plein de tests, là, tu sais, qu'ils vont faire. Fait que si, avec tel test, ils voient que, mettons, cette fonction-là ou ce muscle-là a l'air de bien fonctionner, bon, ben, le problème, ça veut dire qu'il vient d'ailleurs. Fait qu'on va faire un autre test pour voir, tu sais. Fait que c'est vraiment de l'investigation pour trouver c'est quoi le problème, puis après ça, ben, comment qu'on le règle. Puis c'est ça que j'aime vraiment de la kinésiologie, c'est que c'est la résolution de problèmes. À toutes les fois, t'arrives, chaque individu est différent, chaque personne a son bagage différent, chaque personne a eu des blessures différentes ou Hey, c'est fou, là, tu sais, il y a des gens qui arrivaient puis ils sont pas capables, mettons, de gambader. Tu sais, tu dis gambader, mais semble c'est facile, tu sais, c'est une affaire qu'on apprend quand on est jeune, mais il y a des gens qui l'ont pas pratiqué assez, ou, pour X raison, ils sont pas capables de le faire. Fait que, tu sais, c'est des fois de revenir à la base pour être capable de juste le mot en anglais, succeed, de réussir après, tu sais. C'est comme un travail de détective, en quelque sorte. Ouais, c'est hot. J'aime vraiment ça. Est-ce que tu peux me parler un peu de la recherche que tu as faite? Parce que tu travaillais avec des enfants qui avaient comme des problèmes de motricité. Est-ce qu'on parle ici de gens qui sont nés avec un... Comment on appelle ça déjà? La cérébro... Ouais, non. Moi, les enfants avec lesquels je travaillais, c'était des enfants qui avaient le trouble développemental de la coordination. Short and sweet TDC, mettons. Le TDC, c'est une condition neurodéveloppementale. Les enfants naissent comme ça. Puis, à première vue, tu peux pas nécessairement dire « la personne elle a un TDC », à moins que ça soit vraiment flagrant. C'est comme un peu dans le trouble du spectre de l'autisme. Tu sais, c'est un spectre.
Fait que t'as des gens qui vont avoir certains comportements ou certaines difficultés ou certaines facilités dans différentes sphères. Mais le TDC, c'est un peu la même affaire. Fait qu'il y a des enfants qui ont un trouble de coordination au niveau de la motricité fine. Par exemple, vont pas être capables d'attacher leur bouton de chemise, d'attacher des lacets, de dessiner, mettons, entre les lignes ou d'avoir une belle écriture. Ces enfants-là vont avoir de la difficulté. Il y a des enfants, à l'inverse, qui vont avoir des difficultés plutôt au niveau des mouvements globaux. Fait qu'ils vont avoir de la difficulté à courir, ou quand ils vont courir, tu vas voir, par exemple, la tête penchée, ou avoir les mouvements de bras qui sont comme un peu... qui sont moins dans l'acte du mouvement, qui vont être un peu plus élargis. Il y a des enfants qui, malheureusement, ont les deux. Fait que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Ça dépend aussi des facteurs sociaux. Fait que est-ce que l'enfant, quand il était jeune, il s'est fait beaucoup stimuler ou pas assez? Bon, fait que ça dépend d'un paquet d'affaires. Puis, dans ma recherche, nous, avec les enfants, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on les a évalués avec un test d'évaluation cardiovasculaire que j'ai adapté, qui existait déjà, là, que ça s'était fait, mais je l'ai adapté parce que moi, je trouvais que les tests d'évaluation, comme le test Bip-Bip à l'école, c'était super poche, pis que j'avais l'impression que, tu sais, je sais pas pour toi, mais moi, à l'école, souvent, je faisais moins bon, puis là, à la fin, j'étais genre, vraiment comme ma vraie performance. Puis là, vu que j'avais évolué, ben là, mon prof, était comme « Ah, oh, bravo, tu t'es full entraîné, tu as une bonne note, tu sais. » Et là, je cheatais un peu, là. Mais j'ai l'impression que ce test-là est tellement dur puis exigeant psychologiquement que les gens abandonnent avant qu'on atteigne réellement leur capacité cardiovasculaire. Ça me gossait vraiment. Puis je me suis dit, imagine avec des enfants. Tu sais, on peut pas leur demander de faire ça ou faire un test d'effort maximal ou que la fin du test, c'est quasiment quand tu vomis. Là, j'étais comme, c'est pas le fun pour des enfants, fait qu'est-ce qu'on va faire? Fait que mon test, c'était un test vraiment moins long. C'était comme un peu, tu sais, la queue de l'âne. Au mur, t'avais des rubans. Fait que l'enfant parcourait une distance de 20 mètres aller-retour, puis à chaque allée, il allait chercher un des 5 rubans, il le ramenait dans la boîte jusqu'à temps que les 5 rubans sont dans la boîte. Fait que c'était 5 allers-retours. C'est pas long. Puis l'enfant, concrètement, il voit, là, quand t'arraches un ruban, « Hey, il m'en reste rien que 4, hey, il m'en reste rien que 3. » Au lieu de courir, de faire comme « Oh mon Dieu, je suis juste au palier 4 » ou j'ai couru, je sais pas, il me reste combien de temps jusqu'à temps que je vomisse, tu sais. Fait que c'est pas vraiment le fun. Fait qu'à ce moment-là, ben, on a évalué les enfants avec ce test-là. Puis, ce qu'on évaluait, ben, c'était comment que notre programme d'activité physique aidait les enfants à améliorer leur capacité cardiovasculaire. Fait que c'était un programme d'activité là, super ludique. Fait qu'on travaillait beaucoup avec le concept d'autodétermination. C'est ce qu'on voulait tester. Fait qu'on fait des activités qui développent le sentiment de compétence. Fait que c'est toujours dans les limites, pas trop difficiles, pas trop faciles pour les enfants. On ajuste pour que ça soit individualisé à chaque enfant. Après ça, tu as le sentiment d'appartenance. Pour que les enfants, c'est toujours tout le groupe dans une tâche commune. C'est jamais ballon racheteur un contre l'autre, tu sais. Non. Nous, on veut que les enfants réussissent puis qu'il y ait du fun. Fait que tout le monde ensemble dans un but commun. Puis l'autonomie. Fait qu'on a toujours des choix. L'enfant, il a la liberté de choisir qu'est-ce qu'il veut faire. Il va finir par tout faire les ateliers qu'on a décidés aujourd'hui, mais il peut choisir l'ordre dans lequel il fait. Ou s'il veut pas le faire, ben il fait pas, là. On va pas le forcer. Mais comme ça motive les enfants. Puis nos résultats, ben ça va dans ce sens-là. Fait que les enfants se sont améliorés au niveau de la motivation intrinsèque. Fait qu'ils auront probablement plus tendance à adopter un mode de vie sain et un mode de vie actif en étant motivés de l'intérieur à faire des activités parce qu'ils ont du fun. Ils ont aussi amélioré leur motricité fine, parce qu'on était comme OK, c'est intéressant, c'est une belle découverte. Puis au niveau du patron de course, ils se sont améliorés aussi dans leur patron de course. Fait qu'au lieu d'avoir un patron de course qui était un peu plus élargi ou un peu plus... là, j'ai juste des mots en anglais, là, genre sloppy ou wide. Ben, l'enfant avait des plus petits pas, puis il en faisait plus. Fait que c'était vraiment un beau projet, là. Ça s'est fini abruptement avec la pandémie, mettons. Mais ouais, j'ai été quand même chanceuse de pouvoir faire la majorité de mes tests avant la pandémie, ouais. Ouais, mais c'est quand même vraiment intéressant. Il y a comme quand même un gros volet aussi psychologie là-dedans. Ouais, c'est pour ça qu'on travaille aussi en partenariat avec les ergothérapeutes, du Centre de recherche de l'hôpital Sainte-Justine, de l'UDM, les infirmières, ouais.
C'est quand même aussi intéressant le résultat d'avoir comme plus de motricité fine. J'imagine que en science, tu arrives, tu as des résultats inattendus, puis c'est comme un peu inexpliqué ou t'es pour l'instant inexplicable. Ouais. Y a-tu une thèse comme que toi dans ta tête, si t'avais investigué ça, tu ferais comme pourquoi genre ça fait ça? Ben, on était étonnés, mais on avait déjà vu dans la littérature scientifique que c'était quelque chose qui avait déjà été observé. Si je me trompe pas, c'est en Chine, genre 2016 ou 2018. Ils avaient fait une grande étude, là, parce que leur bassin était beaucoup plus grand que le nôtre. Puis c'est quelque chose qu'ils avaient observé, genre même s'ils n'avaient pas évalué, non, c'est-à-dire même s'ils n'avaient pas entraîné la motricité fine pendant leurs activités, c'est un programme assez similaire à nous, là, c'est juste pas basé sur l'autodétermination, mais reste que c'est des activités pour les enfants. Puis il avait observé ça là, justement lors de l'évaluation post-traitement qu'il y avait eu une amélioration de la motricité fine. Fait que j'étais pas... je suis pas tombée en bas de ma chaise, mais j'étais comme « Wow! C'est cool que ça arrive! » Puis ça, c'est le volet ergo, fait que c'est eux qui se sont occupés d'analyser ça. J'en ai pas parlé dans mon mémoire, mais ça reste que c'était vraiment intéressant de voir ça. Puis justement, dans les cohortes subséquentes, ben, c'est quelque chose qu'elle allait plus investiguer, t'sais. Fait que, à suivre, là, je sais pas quand ça va sortir. Là. Je lis beaucoup Twitter. Puis sur Twitter, quand il parle, il y a beaucoup d'activisme puis de revendications, puis il parle des mesures sociales aux États-Unis qui sont on va donner de l'argent justement à des pauvres puis tout ça. Mais pour savoir si toi tu le mérites, ils font du means testing. Mm-hmm. Fait que savoir si eux autres ont les besoins de l'avoir. Puis apparemment qu'aux États-Unis, c'est quelque chose de comme assez controversé dans les cercles d'activistes. Oui, ben c'est sûr que ce que toi, tu me parles, moi, de ce que j'en ai vu aussi sur les réseaux sociaux principalement, là, c'est pas un terme que j'ai nécessairement trouvé sur le plan académique, mais pour avoir travaillé, mettons, dans le communautaire, tu sais, les gens, mettons, qui ont besoin, que ça peut être de l'aide alimentaire, un service de soutien quelconque, quand ils arrivent, c'est déjà difficile d'aller demander de l'aide, puis des fois, ben c'est comme, là, il faut vraiment que tu me prouves que tu n'arrives pas à payer ta facture d'épicerie, puis que tu as vraiment besoin de mon panier. Puis ça, souvent, ça part du fait qu'on est limité dans nos moyens. Donc, mettons, comme organisme, je ne peux pas desservir tout le monde. Donc, je veux m'assurer que les gens auxquels je vais donner, par exemple, un panier alimentaire, c'est vraiment des gens qui en ont besoin. Mais le problème avec ça, c'est que des fois, ça demande aux gens de comme se faire une démonstration de leur pauvreté ou leur situation qui est difficile, puis qui est associée à beaucoup de honte aussi dans notre société, c'est d'avoir besoin, mettons, d'aide alimentaire. C'est pas quelque chose qui est valorisé nécessairement. Donc, c'est ça. Mais en même temps, c'est des gens qui vous disent, ben je veux m'assurer que les gens à qui je donne le service, c'est ceux on est sûr qu'ils en ont besoin. Mais d'un autre côté, ben je veux pas que les gens aient besoin de mettre en scène leurs problématiques pour que je leur donne de l'aide. Ce qui revient beaucoup à la question que, un des principes qu'on appelle l'universalisme proportionné, qui est de dire, ben il faut que l'accès au programme de soutien soit universel, qui est à proportionner ensuite, donc de dire, on va donner un peu plus à une personne, un peu moins à l'autre, mais de dire que l'accès aux services devrait être universel. Mais effectivement, moi, mettons, sur le terrain communautaire, par exemple, le problème qu'on a, c'est qu'on va demander des statistiques. À la fin de l'année, nos bailleurs de fonds nous disent « OK, on veut savoir c'est qui les gens que vous avez desservis cette année. » Mais tu n'as pas le choix d'avoir un minimum d'informations sur la situation socio-économique des gens, d'où ils viennent, pourquoi ils sont venus chercher un service. Mais de l'autre côté, tu veux respecter aussi leur droit à la vie privée puis dire « Ben, tu n'es pas obligé de me dire combien tu fais par année. » Parce que ça ne devrait pas être ça qui détermine si je t'offre un service ou pas. Mais d'un autre côté, moi, si j'ai aucune information sur le portrait socio-économique des gens, ben mes bailleurs de fonds, ils me renouvelleront pas, fait que je ne pourrai plus en donner de service. Donc, puis ça, c'est un problème qu'on a au Québec aussi. Hein. En passant, ben, peut-être que c'est moins connu. Je ne sais pas aussi, peut-être que les bailleurs de fonds aux États-Unis sont encore plus sévères. Nous, je sais qu'au Québec, généralement,
moi, en tout cas, dans l'organisme où je travaille, on le collecte sur une base volontaire. Donc, les gens nous remplissent un document sur leur profil socio-économique et ils peuvent répondre aux questions qu'ils veulent. Puis, ils peuvent laisser des questions ou toutes les questions non répondues aux besoins. Mais ça se peut qu'aux États-Unis, ça soit comme plus agressif là, à ce niveau-là, de devoir arriver avec des slips de paie et tout ça. Parce que nous, on se base sur la bonne volonté des gens. Là. On leur demande pas de preuves. Mais ça se peut tout à fait que dans certains cas, ça soit pas le cas. Ouais, je suis un peu familier avec le communautaire. Je suis sur le CA d'un organisme cool. on aide les gens qui font de l'anxiété. Okay. On fait du pour-répare. Fait que, on arrive à la fin de l'année, il faut faire de la reddition de compte. Puis faut dire, mais ça a coûté tant, on a besoin de tant d'argent, on a utilisé tant d'argent pour faire comme telles affaires. Moi, c'est des affaires qui me dépassent énormément, personnellement. Bien, c'est sûr que le problème actuellement, puis c'est ce que beaucoup d'organismes communautaires se plaignent, c'est qu'on a de moins en moins de financement à la mission. C'est-à-dire que, généralement, tu en as un peu au niveau du ministère avec lequel tu traites, mais dire, mettons, OK, le ministère de la Santé me donne, je sais pas, 100 000 $ pour que je fasse rouler mon organisme, puis je peux le dépenser comme je veux. Ça, ces espèces de cartes blanches-là, on les a de moins en moins dans le milieu communautaire. Ce qu'on voit beaucoup, c'est du financement selon les projets. Financement par projet. Fait que là, ça va dire, OK, ben tu as un projet... c'est ça, de par aidance pour les personnes qui font de l'anxiété. Donc, je vais te financer de temps, mais je vais te financer de 100 000, mais là-dedans, il y a 25 000 en ressources humaines, il y a 25 000 en équipement, 25 000 en ci, 25 000 en ça. Ce qui fait en sorte que, ben, tu n'as pas le choix, à toi, de dépenser cet argent-là, selon une certaine structure. Après, des fois, il y a des petits tours de passe-passe, là. Les gens peuvent s'arranger, mais ça reste quand même des fois très rigide, ce qui fait en sorte que ça enlève la marge de manœuvre à l'organisme pour vraiment faire ce qu'il lui juge qui est le mieux. Puis, c'est ça. Des fois aussi, ça donne des espèces de budgets d'organisme, mais vraiment comme tout en casse-tête avec comme plein de petits morceaux venant de plein d'endroits. Fait que ça devient vraiment lourd sur le plan administratif. Puis ça gruge beaucoup de ressources aux organismes communautaires. Puis c'est vraiment dommage, là, parce qu'en soi, c'est du temps qui ne passe pas à comme, réfléchir justement à leur programmation, réfléchir à comment desservir la population qu'ils souhaitent desservir, mais plutôt comme à essayer de comme, rentrer toutes leurs affaires dans des petites cases. Donc, ça, c'est une grosse critique qu'il y a eu du fonctionnement, dans le fond, du programme gouvernemental. Je me souviens plus de son nom, là, mais c'est un programme, dans le fond, d'administration des fonds. Mais on le voit aussi chez les bailleurs de fonds privés. Ça devient de plus en plus compliqué. Puis c'est ça aussi, il y a toujours le problème de tu demandes 100 000 $ puis on t'en donne 50 et on s'attend à ce que tu aies les mêmes résultats que si je t'en avais donné 100 000. Ça aussi, les gens du communautaire sont super créatifs. Ils sont très bons pour faire beaucoup avec peu. Mais des fois, c'est un petit peu exagéré, là, ce qu'on leur demande. Puis des fois, j'ai entendu des directions d'organismes dire j'ai de la difficulté à payer mes gens au salaire minimum, là. Donc, c'est ça. C'est des emplois qui sont plus valorisés. Puis, il faut se rappeler que c'est 80% des femmes qui travaillent dans le milieu communautaire et aussi que c'est des personnes qui sont majoritairement éduquées, d'ailleurs. Donc, c'est des gens qui travaillent à un très faible salaire avec beaucoup de responsabilités. Donc, c'est vraiment des gens qui le font parce qu'ils sont des passionnés ou parce qu'ils sortent de l'école. C'est comme les deux raisons principales qu'on voit les gens entrer dans le communautaire. C'est deux bonnes raisons, mais c'est dommage que c'est pas un milieu qui soit plus valorisé. Ouais, ce que tu dis, ça me parle beaucoup parce que je l'ai vu dans les 10 dernières années, j'étais dans les premières lignes de justement comment la conceptualisation des demandes au PSOC, le Programme des soutiens aux organismes communautaires. C'est ça le nom. Comment justement ça a changé. Maintenant, on parle de plus justement des projets. Mm-hmm. Je l'ai vu, mais il y a aussi le fait que l'argent alloué, donné aux organismes n'a pas été augmenté avec l'inflation. Oui, c'est ça. Non, puis effectivement, puis comme, tu sais, les loyers des organismes ont augmenté. Tu sais, louer un local à Montréal, c'est rendu beaucoup plus cher que c'était, puis ça a augmenté quand même rapidement dans les dernières années. Puis, oui, effectivement, il y a un ajustement. Puis, je pense que moi, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de création de fonds privés. Puis ça, c'est pas négatif, dans le sens que s'il y a des gens qui veulent redonner à la société de cette manière-là, c'est super. Mais ce que ça fait, c'est que ça a comme
désengager le gouvernement. Parce qu'ils ont dit, il y a des fonds privés qui vous financent, fait que nous autres, on va couper notre enveloppe budgétaire, puis on va le mettre dans, je sais pas, le 3e lien Québec ou des affaires de même, tu sais. Fait que c'était une blague. Mais oui, ils vont le mettre ailleurs, tu sais, des fois peut-être dans les hôpitaux ou dans autre chose. Mais ce que ça fait, c'est que on arrive avec le dilemme éthique qu'en ce moment, il y a des fondations privées qui gèrent la majorité de nos organismes. Par exemple, quand on parlait de petite enfance tout à l'heure, pendant de nombreuses années, c'est l'organisme Avenir d'enfants qui s'occupait de ça, mais c'est un organisme, un partenariat public-privé, mais ça reste que c'est pas des gens élus par la population, là, donc pas des gens, mettons, qui travaillent sous un ministère, sous un ministre, donc, dans le fond, élus par la population selon la démocratie, qui prenaient des décisions pour financer la plupart des organismes en périnatalité, petite enfance au Québec. Donc, c'est quand même c'est une question qu'il faut se poser aussi. T'sais. Puis aussi, ce qu'on voit, c'est que quand les fondations se retirent, là, il y a un gros vide aussi. Ce qui est le cas d'Avenir d'enfants, là, qui la mission s'est mis fin, a pris fin cette année, je pense. Puis c'est ça, c'est comme la panique dans les organismes communautaires familles de dire, là, c'est notre plus gros bailleur de fonds, il disparaît, nous, on fait quoi? Donc, ça, c'est une autre problématique. Mais effectivement, le milieu communautaire aurait besoin, je pense, d'investissements massifs. Mais encore une fois, il faudrait que ça se fasse, puis il faudrait que la structure puisse absorber ça aussi, puisqu'en ce moment, les organismes, il y en a beaucoup qui ont fermé dans les dernières années. Il y en a beaucoup qui ouvrent aussi, mais c'est ça. Ça devient de plus en plus difficile de maintenir des organismes à flot. Ouais, puis c'est quand même... C'est drôle de dire ça de même, mais c'est payant, des organismes communautaires, parce que chaque dollar investi, entre guillemets, t'en reçois 1,5. Je sais pas exactement qui a fait le calcul comme ça, mais apparemment que ça redonne à la société. Mais il y a un petit problème avec ce calcul-là, je pense, dans le fait que les gens communautaires sont pas super bien payés aussi. Là. Ouais, je pense que c'est ça, le $1,5. Mais c'est vrai qu'économiquement, il y a un argument à faire dans tous les programmes de prévention de problématiques, que ce soit en santé mentale, en santé physique, en promotion aussi de la santé. Donc, souvent, ce qu'on voit, c'est que les effets sont vraiment bénéfiques, autant sur le plan économique que social. Quand c'est des programmes qui sont évidemment qui répondent à des besoins puis qui sont bien faits, là, parce que c'est sûr que des fois, c'est ça, tu peux pas faire n'importe quoi en prévention non plus ou en promotion de la santé, tout ne fonctionne pas, mais il y a des choses qui fonctionnent très bien. Mais après, il y a aussi le côté humain de dire si je peux éviter que, mettons, parce que quand on parle de prévention, là, c'est aussi, prévenir, c'est ça, je sais que, mettons, il y a des quartiers où il y a des gros problèmes de pollution. Si je peux trouver des manières d'éviter que, comme de décontaminer l'air ou de comme réglementer au niveau de l'industrie pour éviter que des gens tombent malades dans le futur, bien, c'est vraiment positif. Mais ça, on a comme une facilité de le conceptualiser parce que c'est concret, Les gens auront moins le cancer. Mais des fois, quand on parle de santé mentale, c'est comme plus compliqué à voir, de dire, si on soutient les gens. Puis ça, quand je dis soutien, c'est pas juste individuel. Quand on s'assure que les gens, mettons, financièrement, ils peuvent s'en sortir avec un salaire, mettons, au salaire minimum, tu peux vivre décemment. Fait que tu n'auras pas comme un stress financier constant. Quand on sait que les logements sont abordables puis que les gens vont pouvoir se loger confortablement sans que tout leur salaire y passe. Quand on sait que les gens, vont pouvoir mettre des limites au travail, de ne pas se faire harceler dans leurs heures personnelles. Donc, il y a comme... Puis là, c'est 3 facteurs que j'ai nommés, mais il y en a évidemment énormément. Bien, c'est sûr que quand on s'assure que les gens ont le meilleur environnement possible pour se développer, pour être bien dans leur santé physique et mentale, bien, c'est sûr qu'après, il y a moins de gens dans les hôpitaux. Il y a moins de gens qui sont déprimés, il y a moins de gens qui sont anxieux, il y a aussi moins de gens qui ont des maladies physiques, donc, c'est sûr que c'est ça. Puis c'est vraiment ça, nous, en psychologie communautaire. On ne regarde pas juste les facteurs individuels. Parce que des fois, en prévention ou en promotion, c'est vraiment sur « Ah, je vais t'outiller toi comme individu pour que tu sois moins anxieux. » Sauf que si tout ton environnement autour il est stressant,
Ben oui, j'ai beau essayer de te donner un petit cours d'autodéfense, puis évidemment qu'on peut apprendre des compétences là, pour gérer l'anxiété. Là. Si tu travailles dans un organisme, je suis sûre que c'est ça, tu sais qu'il y a des moyens concrets dans notre vie qu'on peut prendre pour gérer de l'anxiété, mais ça reste que, tu sais, c'est ça, si t'es toujours en train de vivre énormément de stress dû au milieu dans lequel tu vis, ben ça va être vraiment difficile pour toi de maintenir une bonne santé mentale sur le long terme. Mais on sait tout que, tu sais, c'est comme, fais-toi une tisane, respire un peu, hein, puis tout va aller bien. Ou des fois, c'est des trucs genre, fais de l'exercice plusieurs fois par semaine, mange bien, dors bien. Ouais, mais c'est parce que je travaille 60 heures semaine, je gagne vraiment pas beaucoup d'argent, j'ai pas le temps de cuisiner, j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas les moyens de me payer un traiteur de super bon plat santé. Fait que, tu sais, c'est ça aussi, là, il y a comme plein de facteurs autour qui font en sorte qu'on peut pas toujours adopter des comportements qui sont les plus bénéfiques pour notre santé. Puis aussi, on a le droit de pas tout le temps adopter des comportements. Je pense que c'est ça. Je pense que de manière dans la globalité, il faut se détacher de la perception comme quoi les individus sont responsables de leur environnement, dans le sens qu'on est partiellement responsable, mais il y a quand même beaucoup de facteurs externes à nous, la classe sociale dans laquelle on est né notamment, qui vont avoir beaucoup d'effets. Fait qu'il faut penser la santé de manière plus holistique, comme on dit, là, donc de penser, c'est ça, vraiment à l'individu dans son entièreté, puis aussi dans son environnement. On avait fait une pré-entrevue, tu avais mentionné le fait qu'avant, les paramédics étaient assignés à des hôpitaux. Oui, en fait, c'est qu'il y a plusieurs types de modèles au Québec. Encore une fois, là, c'est très hybride. Il y a eu, si on part à la base, là, au très début, quand c'était des morgues, en fait, là, qui avait le système ambulancier, c'est sûr que souvent, il était directement associé aux hôpitaux. Parfois, la compagnie, c'était la fondation de l'hôpital qui s'en chargeait. Mais maintenant, de nos jours, on a des systèmes plus de coop. Comme à Québec, la CETAC, c'est une coop où est-ce que les membres financent un peu la compagnie et ont des ristournes à chaque fin d'année. Urgence Santé, c'est parapublic. Donc, c'est la seule organisation. C'est un peu comme un CIUS. Ou est-ce que c'est vraiment le gouvernement qui met les fonds directement? Puis sinon, il y a des compagnies privées aussi un peu partout au Québec. Fait qu'on a vraiment un modèle un peu hybride un peu partout. Ouais, ça, parce que tu avais mentionné le mot compagnie tantôt, puis je me disais comme, oh wow, il y a quelque chose de structurel qui se passe ici, qui est comme inhabituel. C'est pas quelque chose qui est comme vraiment gouvernemental. C'est pas comme une instance provinciale. C'est un peu différent de ça. Non, c'est ça. Puis souvent, en fait, un des grands défis qu'on a dans la profession, c'est qu'on est ni dans le système de la santé, ni dans les services sociaux. On n'est pas la police, on n'est pas les pompiers. Fait qu'on se retrouve un peu dans le néant. Puis comme je te disais, la profession est très jeune. On n'a pas encore d'ordre professionnel. Ça, c'est une demande que ça fait longtemps là, que les paramédics ont, puis que la population ont aussi, parce que l'ordre professionnel, le but, c'est de protéger la population. Si on parle justement des fameux 7-14, ça, c'est pas bon pour la population, tu sais. Fait que si on avait un ordre, ça nous amènerait à avoir des gains plus forts, justement, pour servir la population. Puis bon, tu sais, je te le cacherai pas que le lobby des ordres est très présent, là, l'ordre des médecins, l'ordre des infirmières. On pourra en parler tout à l'heure, là, mais disons que nos actes médicaux, dès qu'on souhaite les augmenter, c'est pas juste à nous, là, toutes les professions, c'est comme ça. Si on n'a pas d'ordre pour parler à la table des ordres avec les autres professions, c'est très difficile d'en avoir. C'est comme récemment, juste avant la pandémie, on s'est fait enlever les thermomètres dans l'ambulance parce que c'est pas dans nos listes de tâches. Ça veut dire que moi, légalement, j'ai pas le droit de prendre une température. C'est ce qui est inconcevable, on s'entend là. Puis ça, il y a beaucoup de non-sens comme ça. Fait que dès qu'on souhaite justement aider plus la population, des fois c'est de plus en plus difficile parce qu'on est limité dans ce qu'on peut faire. Mais attends une minute, là. Ouais. Vous avez fait enlever vos thermomètres,
dans les Ouais. ambulances? Ouais, juste avant la COVID, en plus. Tu sais, comme juste avant le moment où est-ce que ça aurait été pertinent d'avoir un thermomètre pour comme valider la présence de critères de COVID, là. Là, tu dis que légalement, les paramédics ont pas le droit de prendre des températures. Non, parce que c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est que tout est légiféré. Puis il y a plusieurs choses, justement. Là, tu sais, on a des actes médicaux comme c'est ça, qui sont légiférés puis qu'on a le droit de faire. Le thermomètre, par exemple, il n'était pas à l'intérieur. La même chose pour évaluer. Une infirmière peut évaluer un patient. Nous, c'est beaucoup plus difficile. Puis ça arrive très souvent que j'arrive avec un patient à l'hôpital puis que je sais pertinemment que ce patient-là, pas que sa place n'est pas à l'hôpital, mais présentement, le système est tellement saturé qu'il va attendre 16 heures, il verra pas un médecin, puis ça va juste empirer sa condition. Puis ce qu'il faudrait, c'est qu'il aille dans une clinique médicale. Il faut quand même qu'il voie un médecin, mais pas nécessairement à l'urgence. Que j'arrive à l'urgence, que l'infirmière lui donne un rendez-vous en clinique. Mais ça, moi, légalement, je n'ai pas le droit de le faire à la maison. Fait que c'est sûr que c'est ça, c'est un peu plein d'incohérences comme ça là, qu'on vit dans le système, puis qui vient aussi un peu alourdir le système de santé. J'en ai pas un peu parlé, mais tu sais, de nos appels, on a à peu près, plus ça c'est mes stats personnels, là, c'est pas c'est pas rien d'officiel, mais on a à peu près 90% des appels à Urgence Santé qui sont non urgents. Fait que ça, c'est des appels pour ça, je rentre non urgent. Ça veut dire que la vie de la personne n'est pas en danger immédiatement. Fait qu'une personne qui s'est fracturé la hanche, une personne qui a mal au ventre, mais que c'est stable, un enfant qui fait de la fièvre, un problème psychologique qui nécessite pas une aide médicale immédiate. Tout ça, c'est des appels non urgents. Puis sinon, on a un 10% à peu près, que ça, c'est des appels plus urgents, fait qu'un infarctus, un AVC, des accidents de la route, bon, un accouchement. D'ailleurs, j'ai fait un accouchement hier. Hier? Ouais, hier! Ouais. En fait, là, je prends un peu le crédit, mais c'est les pompiers de la caserne 73-1 qui l'ont fait. D'ailleurs, s'ils nous écoutent, je les remercie beaucoup. Là, c'est une super belle intervention. C'est rare quand même qu'on fait des interventions positives sur l'ambulance. Souvent, on voit que le négatif parce que les gens nous appellent en douleur, les gens nous appellent parce que ça va pas bien. Fait que ça fait du bien là, d'avoir une belle intervention avec un petit bébé qui allait bien hier. Ça fait toujours chaud au cœur. Wow, c'est absolument... C'est fou, ça. C'est comme entre notre pré-entrevue puis ce qu'on fait présentement, genre, Ouais. t'as aidé comme une femme à accoucher. Ouais, non, quand même. Mais c'est ça, c'est ce qui est bien avec l'ambulance, c'est qu'au final, on peut voir n'importe quoi, tu sais. Moi, je suis déjà allée dans un penthouse, tu sais, dans Montréal, où est-ce que, tu sais, t'arrives avec l'ascenseur, puis là, t'arrives c'est ça, au penthouse, puis là, t'as comme le gros piano à queue, les toiles qui valent à peu près 10 000 $ chaque au mur. Puis après ça, ben, tu sais, je vais être dans une crack house, tu sais, l'appel d'après. Tu sais, fait c'est vraiment intéressant, tout le genre d'appels qu'on peut voir, tout le genre de monde et les différentes cultures qu'on peut rencontrer. Tu sais, à Montréal, on s'entend que bien souvent, mon français n'est pas utile. Puis que mon anglais non plus, tu sais, ça va être une troisième langue qu'on va essayer de déchiffrer ce que la personne elle veut parce qu'elle vient d'arriver puis elle comprend pas ni l'une ni l'autre des langues. Fait que ça nous permet ça d'avoir des belles expériences là, humaines puis médicales aussi. Ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, que les paramédics ont comme un accès privilégié à plusieurs tranches de la société, comme peu de monde ont. Ouais, non, vraiment. Puis c'est ce qui fait partie aussi du plaisir de travailler, là, c'est de pas savoir sur quoi tu vas tomber. C'est comme là, c'est l'hiver, tu sais, ça arrive souvent qu'il faut qu'on pelte pour avoir accès aux patients. Tu sais, mettons que c'est plus motivant pour moi d'aller travailler que de savoir qu'il faut que je sois sur mon écran en rencontre Zoom toute la journée, là. Ça fait des personnes aussi qui ont un léger TDAH, là, qui travaillent sur l'ambulance, là, on voit beaucoup de ça, mais ça, fait que, comme tu dis, c'est le fun aussi d'avoir accès à toutes sortes de personnes. Puis, tu sais, au final, quand quelqu'un est malade, là, que ton papier de toilette vaille 1000 $ le rouleau ou que t'en aies pas, au final, tu restes quand même un humain derrière tout ça. Fait que c'est quand même assez intéressant. Ouais, c'est ça. Je vois un parallèle un peu avec qu'est-ce que moi je fais à Epistémia. L'idée était... c'est comme avoir des contacts humains, rencontrer des gens, puis avoir des conversations, mais les paramédics qui font ça aussi en quelque sorte. Il y a l'humanité derrière les interactions qui quand même... C'est quand même ressourçant, là, en quelque sorte. Oui, mais des fois, ça peut être drainant aussi. Ça dépend...
Tu sais, puis je pense que la COVID a un peu exacerbé tout ça, là. On le voit beaucoup sur le terrain, là, beaucoup de fatigue. Tu sais, puis bon, c'est sûr que on peut aussi avoir ce qu'on appelle la fatigue de compassion qui vient avec les années, là. Puis ça, c'est pas juste les paramédics, là, c'est tout le monde souvent dans le personnel de la santé ou des services sociaux. C'est que, tu sais, les gens ont tellement de problèmes que des fois, c'est difficile c'est cela, de faire face à ça à chaque jour de sa vie. Puis c'est pour ça que quand les appels, souvent on essaie d'avoir une petite pause, un petit 5-10 minutes juste pour comme dire bon, cet appel est terminé, on passe à l'autre. Puis aussi quand on a des accouchements, ben là ça nous redonne un petit gain d'énergie pour les prochains mois. Ouais, c'est ça. Passer au travers. Ouais, c'est ça. C'est comme tu fais du service à la clientèle, c'est vraiment pas une job le fun, mais des fois, t'as un client comme, tu sais, super gentil qui fait que, ah, ok, je peux continuer à vendre des jeux vidéo ou whatever. Ouais, non, totalement. Ben, je sais pas si, tu sais, c'est une question controversée, là, mais tu parles de fatigue de compassion. Il y a aussi un humour noir qui se développe dans ce type de profession-là. J'imagine. Ouais. Ben, c'est une façon j'ai pas le terme en français, mais de cope avec tout ce qui se passe là avec nous là. Puis, tu sais, le partenaire est tellement important là. Souvent, du moins dans la compagnie pour laquelle je travaille, à chaque année, on va changer de partenaire, mais juste une fois par année, si on prend un remplacement ou un poste. Mais tu sais, finalement, cette personne-là, je suis assis avec lui plus que 40 heures par semaine, là, des fois, là. Fait qu'il faut quand même que je m'entende bien, puis bien souvent, avec ça, il se développe une amitié, mais que, vu que c'est des gens avec lesquels, probablement, que tu n'aurais même pas rencontré dans ta vie normalement, parce que, tu sais, on vient un peu de plein de sortes de milieux, on développe vraiment des amitiés spéciales puis intéressantes. Ou est-ce que, justement, faut utiliser l'humour noir pour passer au travers, là. Ça se peut que les gens comprennent pas trop notre humour, là, fait que peut-être qu'à la radio, on n'en parlera pas. On donnera pas d'exemple, mais... Ben, tu disais que il y avait des gens un peu TDAH qui étaient comme, ça supportait bien comme ce genre de comme personnalité-là. J'imagine que un type de personne qui est souvent attiré par la profession, fait que c'est plus facile de tisser des liens. Ouais, ben oui, c'est clair. Des fois, c'est peut-être dur d'avoir une conversation qui se tient parce qu'on manque des informations, parce que là, faut que tu chauffes, faut que tu sois attentif, puis là, t'essaies de parler, puis t'écoutes pas en même temps. Mais ouais, totalement. Puis en fait, c'est qu'on est des gens souvent assez impulsifs, vraiment rapides côté exécution. Fait que tu sais, quand vient une scène, tu sais, c'est pour ça aussi qu'on a fait ce métier-là. C'est sûr que c'est bien d'aider Gisèle, 90 ans, qui est tombée, là, mais tu sais, souvent, ce qu'on souhaitait faire, c'était beaucoup, tu sais, les accidents de la route, tu sais, des gros appels, en fait, qui brassaient. Fait que ça, c'est certain qu'avec ce profil type de personnes-là, on est pas mal efficace là, sur le terrain. Fait que, puis c'est le fun à côtoyer aussi, là.